copains, c'est l'heure de la mise dans les poussières des petits kaitos. On s'était arrêté dans la vidéo précédente sur leur naissance. Donc là je vous montre juste des petits aperçus, moi je vais vite hein, parce qu'ils ont froid. Et on se retrouve tout à l'heure. Ici on a le parc jaune, je sais pas si vous voyez mais je vais pas ouvrir parce qu'ils vont tous se mettre à sauter partout. Donc je vais ouvrir très doucement tout à l'heure. Et ils sont tous dans la boîte là. Et ils vont passer juste là. Là on a le parc bleu qui va aller là. Et c'est le bordel, ils font tous que gueuler. Donc voilà les petits proutes, c'est le bordel. Donc je viens de finir de les mettre. Ça m'a pris environ, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça, pour tous les compter, noter sur mes papiers et tout. Et leur apprendre à aller sous la plaque chauffante, donc les pousser manuellement, un à un, les pousser, parce qu'en fait je les pousse, ils ressortent, je les pousse, ils ressortent. Pour qu'ils comprennent qu'il faut aller se réchauffer là. Là ça a l'air d'aller, ils sont plutôt calmes, je vais vous montrer les autres. Ici, là, ils font que crier. Mais ils ont bien compris qu'il faut aller sous la plaque chauffante parce que quand je viens de les poser, en fait, ils s'agglutinent un peu là, dans les coins et tout. Ils comprennent pas forcément qu'il faut aller sous la plaque. Là, ils ont bien compris. Donc, ça a l'air d'aller. S'ils sont en majorité sous la plaque, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris que c'est là-bas qu'il faut aller se réchauffer. Et après, ils sortent se promener quand ils sont chauds. Et ici, le dernier parc que j'ai mis. Celui-là, il est très très beau. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, il est trop mignon, là. Et eux, je pense qu'ils ont à peu près compris la plaque chauffante. Il y en a encore pas mal qui viennent un peu là. Donc, j'essaie de les pousser pour les remettre sous la plaque pour qu'ils comprennent bien où c'est. Mais ça a l'air d'aller tant qu'ils grelottent pas. C'est que, ils ont envie de promener là. Ce qui fait 26 dans le garage là. Donc, ça va. Et voilà. Voilà, donc je vous referai des images plus tard quand ils arrêteront de hurler, n'est-ce pas? Quand ils se seront calmés. Peut-être demain ou après-demain. Ils seront beaucoup plus calmes déjà. Là, je vais les laisser, hein. Je vais fermer la porte parce que j'ai la tête comme un pot. Les petits piou-piou. Bon, là, on est quelques heures après. Ils se sont un peu calmés. On les entend crier quand même à l'autre bout de la maison, hein. Alors qu'ils sont dans le garage avec la porte fermée et la porte du garage, elle est épaisse, hein. Ils viennent se vautrer, là. Donc, ça crie. Ils ont beaucoup crié pendant à peu près 3 jours. Après, ça va se calmer de plus en plus. Mais là, ça y est, ils tapent des petits sprints. Ils sont en mode exploration, ils ont plus peur. Ils sont très 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 actifs. Donc en fait, ils se réchauffent un petit peu. Et après, ils sortent, ils courent. Ils courent, ils promènent, ils mangent, ils boivent. Ils se débrouillent quoi, hein. Ils explorent. Mais il n'y en a aucun qui a froid. De toute façon, là, il doit faire 27, je crois, dans le garage. Donc franchement, ça va. Et je voulais vous montrer lui, là, qui est en train de grignoter. Il est trop mignon parce que il est noir avec un gros point noir sur la tête. Je vais vous mettre une image les pékins. Les poules pékins, là, les poussins pékins que j'ai fait naître dans la dernière incubation. Je trouve que quand ils étaient petits, ils y ressemblent. Ils sont un peu noirs avec un point noir sur la tête. Donc je vous mettrai une image. Je trouve ça marrant. J'avais jamais vu un kaito comme ça. En général, en fait, les kaitos que j'ai qui sont nés comme ça, ils ont le noir en fait sur la tête qui rejoint le dos. Ça fait pas un point noir en plein sur la tête qui est séparé du dos. Donc c'est la première fois que je l'ai en cette version comme ça. Je crois qu'il y en a un deuxième comme ça. Mais du coup, je suppose qu'il est pielle blanche hein, en termes de gène. Je pense qu'il va être comme ça. Donc, pielle blanche homozygote, donc avec les ailes entièrement blanches. Et voilà, on verra ce que ça donne. Alors que lui, vous voyez, soit il est pielle blanche hétérozygote ou alors il est peut-être tuxedo. Voilà. Qu'est-ce que vous dites ici? Et celui que j'aimais bien, là, qui était orange, là, qui avait le dos vachement orangé dans la dernière vidéo, je sais pas où il est. Il est peut-être sous la plaque. Mais j'ai sorti pas mal de roux clairs cette fois-ci. Sachant qu'il n'y a pas de mâle... il y a toujours le mâle roux de première génération qui est Scarlet, je crois. Oui, je crois qu'il est Scarlet ou alors il est Range. Donc c'est en gros, c'est roux plus tibétain. Donc roux plus Rosetta ou tibétain. Et donc lui, il peut créer des bébés roux parce que le roux se transmet par le mâle, par le père. Donc lui, il peut créer des petits roux. Les autres mâles sont marron foncé en gros. Et normalement, ils n'ont pas le gène roux. Donc ils ne sont pas censés pouvoir créer des roux. Mais si j'ai des roux, c'est-à-dire qu'il y a forcément, si j'ai des roux visuellement là, c'est-à-dire qu'il y a forcément des mâles qui ont du roux. Ou alors c'est que le mâle roux qui a coché et qui a créé ces petits-là. Mais j'ai quand même pas mal de mâles. Je crois que j'ai 4 ou 5 mâles dans ce parc. Ça m'étonnerait que le mâle roux ait fécondé toutes les femelles quand même. C'est pas forcément le plus dominant. Donc voilà, affaire à suivre. Mais peut-être, il est fort possible que mes reproducteurs qui visuellement sont marron foncé simples, ils sont marron foncé cailloutés du coup dans le parc
dont sont issus ces petits-là, il se peut qu'ils soient porteurs roux. Donc ils ont du roux dans la génétique, mais ça ne se voit pas. Ça expliquerait pourquoi je sors autant de petits roux, vous voyez? Alors que j'ai pas beaucoup de mâles roux, j'en ai que un seul dans ce parc-là. Voilà. Et c'est à toi. Sachant qu'en plus, donc en gros... ouais, il faudra voir au niveau du sexage. J'ai toujours pas sexé la génération d'avant que j'ai fait naître au tout début juillet. Ils sont dehors là, ils ont 4 semaines et demie du coup. Je les ai toujours pas sexés parce que le cloaque, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, on peut commencer vraiment à sexer au cloaque à partir de 5 semaines, je dirais. 4 semaines, c'est vraiment tôt, genre quand on presse le cloaque, il se passe rien, hein, que ce soit chez mâle ou femelle, il n'y a rien du tout. Donc du coup, bon, ça sert à rien de trifouiller pour voir, ça sera pas fiable. Donc là, j'ai pas sexé. Parce qu'en gros, du coup, si les petits, donc, qui ont 5 semaines... Bon, est-ce que j'ai le droit de parler, par contre? J'espère que ça vous gêne pas trop, les cris. Moi, je me suis habituée, mais ils vont gueuler pendant 3 jours. Hein. Ah, c'est bon. Je vais venir voir là un peu. Donc, je disais... donc, si les petits que je dois sexer, là, qui vont avoir 5 semaines, s'il y a des mâles roux, ça veut dire que le mâle roux s'est reproduit avec une femelle rousse pour qu'un mâle soit roux visuellement, il faut que le mâle roux, il faut que... je vais galérer à parler, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais je fais au mieux. Pour qu'un kaito mâle soit roux visuellement, il faut forcément que le père soit roux et la mère soit rousse. Voilà, s'il n'y a que le père qui est roux, le mâle, le petit bébé, en fait, il sera forcément porteur uniquement, donc il ne sera pas visuellement roux. Et donc, est-ce que j'ai le droit de parler, s'il vous plaît? Et donc, dans la couvée encore précédente, encore d'avant, j'avais eu quasiment... Non, je n'avais eu que des femelles rousses. Donc, ça veut dire que le mâle roux s'est potentiellement reproduit avec des femelles non rousses. Sachant que j'ai également des femelles rousses. Donc ça serait bien que le mâle roux que j'ai se reproduise avec une femelle rousse et que ça sorte du coup un petit mâle roux. Voilà, j'aimerais bien aussi sortir des mâles roux pour être sûr de conserver le gène roux. Parce que voilà, comme je vous dis, si le mâle n'a pas de roux du tout, eh bien vous n'aurez jamais de petits visuellement roux, que ce soit mâle ou femelle, chez les petits si le mâle n'a pas de roux. Donc c'est pour ça que là, ça serait intéressant que je sorte quand même des individus visuellement roux, autres que juste des femelles. Parce qu'il faut que le mâle, c'est le mâle le plus important pour le transfert du roux. Et ça, ce que je vous dis, c'est pareil chez les poules sur le gène chocolat. Donc le gène chocolat, vous savez, tous les individus chocolat, donc chez les poules, c'est marron foncé. C'est très très joli d'ailleurs. Et bien, ça se transmet, encore une fois, que par le mâle, enfin principalement par le mâle. Il faut que le mâle soit porteur chocolat ou qu'il soit chocolat pour que vous ayez des poussins, donc des petites poules ou des petits coqs, qui soient visuellement chocolat. Et d'ailleurs, donc si vous suivez les vlogs, j'ai actuellement un Pékin coq, un petit coq Pékin chocolat. Donc lui, je sais qu'il est homozygote chocolat, il n'est pas juste porteur. Voilà, donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir les bases de génétique. Par exemple, si on a les bases de génétique chez les cailles, ben en fait, on comprendra très facilement toute la génétique des poules. Parce que les poules, c'est à peu près le même fonctionnement. C'est pas du tout les mêmes gènes, mais c'est le même fonctionnement de hétérozygote, homozygote. Et dans le cas du gène, comme le gène roux et le gène chocolat, où c'est surtout lié au père, au mâle, eh bien, si vous comprenez le fonctionnement chez une espèce, vous comprendrez le fonctionnement chez les autres espèces. Et je suppose que ça doit être à peu près pareil chez les canards notamment, et plein d'autres volailles, je pense. Voilà, c'était mon petit point, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont que des poules, il y en a qui ont que des cailles, ou il y en a qui ont les deux. Mais comme ça, bah, si jamais vous essayez de vous renseigner sur la génétique des poules, par exemple, bah, vous aurez déjà toutes les bases pour la génétique des cailles, et inversement. Donc c'est vachement intéressant. Voilà, voilà. Bon, bah, ils s'éclatent, les petits. Ils crient un peu moins. Franchement, c'est pas mal. Et voilà. Et attendez, je vais vous remontrer un autre parc. Donc ici, on est dans le parc jaune. Dans les précédentes vidéos de toutes mes naissances, en fait, j'avais sorti une proportion un peu plus élevée de petits qui étaient très clairs, un petit peu jaune, très clair. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'en grandissant, du coup, ils développaient pas mal de gris. Donc toutes les nuances de gris que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, que j'essaie un petit peu de les réduire. J'essaie d'éviter de réduire un peu le nombre de petits gris. Voilà, parce que c'est pas un de mes coloris préférés, sauf que j'en sortais beaucoup dans les précédentes incubations dans tous les parcs. Là, je vais toujours en sortir, mais je vais en sortir moins. Et j'ai l'impression que là, ça se voit déjà au niveau du coloris là, des tout petits, c'est que on dirait qu'il y a moins ces coloris un petit peu clairs comme ça, qui étaient un peu fumés, où je savais que ça allait donner du gris
plus tard. Voilà, là on a un peu plus de coloris. Là on va avoir, je pense que ça c'est 3 coloris sauvages. Là on va avoir du Isabelle très certainement. Lui il est un peu étrange, je sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'on va avoir pas mal de Isabelle et ou Perlefée. Par exemple ça peut être un Perlefée, mais ça peut aussi être un Isabelle parce que quand ils sont tout petits, Isabelle et Perlefée. Donc Perlefée c'est en gros la version Isabelle sans le roux. En fait, sans les teintes un petit peu chaudes. Donc c'est un... Bon, attendez, je vais vous montrer tout de suite la différence chez leurs oncles et tantes qui sont dehors, là. Voilà. Donc ici, on a du Perlefée, là-bas derrière. Ici également, si vous ignorez la tête un petit peu orangée, puisque c'est un mâle, là, on a du Perlefée. Et en Isabelle, il n'y en a pas qui sont dehors. Est-ce que je peux en montrer un? Ah ben là vous avez une femelle Isabelle. Là, Perlefée, Isabelle, Isabelle, Perlefée. Voilà. Voilà, donc je viens de vous montrer la différence entre les deux. Donc en gros, Isabelle, je pense tout le monde connaît ce gène-là, hein, le gène un petit peu, du coup avec des teintes un petit peu de sable, un peu rousse dans le plumage, quoi. Et le Perlefée, c'est le même gène de base, donc il y a Isabelle, et en plus on rajoute le gène Fée. Le gène Fée enlève toutes les couleurs chaudes. Donc ça donne un individu qui va être très gris, noir, blanc. Il n'y aura pas de couleurs chaudes. Tout ce qui est roux, marron, tout ça, c'est effacé par le gène Fée. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, je peux créer des Perlefées. En fait, je peux faire naître des Perlefées sans avoir de Perlefées reproducteurs actuellement à l'élevage. Parce que j'ai des femelles Isabelle et j'ai des mâles qui ont le gène Fée. Donc en fait, chez le petit, ça peut prendre le Isabelle de la mère et le gène Fée du père, et ça donne un Perlefée en fait. Tout simplement. Donc c'est pour ça que, en fait, chez vous, si vous avez des coloris divers et variés et qu'il y a un coloris qui vous plaît particulièrement, que vous aimeriez avoir, vous n'êtes pas obligé de trouver un éleveur qui vend spécifiquement des Perlefées pour que vous récupériez les œufs et que vous fassiez naître des Perlefées chez vous. Moi, c'était mon cas, c'est-à-dire je voulais avoir des Perlefées, mais je n'ai pas eu de Perlefées quand j'avais acheté des mélanges de couleurs, sauf que j'ai obtenu le Isabelle et j'ai obtenu le Fée. Et du coup, en les faisant reproduire ensemble, j'ai sorti le Perlefée. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de trouver un éleveur qui fait que des Perlefées et tout. Voilà, donc c'est un exemple pour vous dire que si vous avez les coloris de base, vous pouvez, en faisant des mélanges, du coup des croisements, vous pouvez récupérer, créer des nouveaux coloris que vous n'aviez pas à la base en mélangeant les gènes existants. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire du coup ici pour avoir la plus grande diversité possible. Donc c'est pour ça que pour ceux qui me demandent des œufs fécondés et à qui j'envoie des œufs fécondés, si chez vous, vous avez, du coup, vous allez récupérer un mix de couleurs aléatoires parmi tous les petits que je fais naître. Là, vous avez un exemple type des petits que vous avez si vous faites incuber des œufs qui viennent de chez moi, parce que c'est les reproducteurs, les parents de eux, c'est les reproducteurs qui sont actuellement dehors. Hein. Ils sont toujours là et je vais les garder, je pense, jusqu'à l'année prochaine potentiellement. Donc là, ça ne va pas bouger. Je vais juste faire des petites modifications, remplacer certains reproducteurs si le caractère ne me plaît pas, ou le caractère ou la morphologie ou la couleur ne me plaît pas et que j'ai trouvé mieux, eh bien je les remplace au fil des naissances. Mais les couleurs en fait que je sors, la proportion reste quand même assez stable et c'est ça en fait. Donc je vais vous montrer les autres parcs. Et donc du coup, si parmi des cailles adultes que vous avez vu passer chez moi, il y en a qui vous plaisent, il y a un coloris qui vous plaît fortement, mais que vous ne l'avez pas obtenu chez les petits, sachez que normalement, avec le mix de gènes que j'ai, où ils sont tous porteurs de plusieurs gènes différents et tout, vous devriez pouvoir recréer vous-même le coloris que vous avez vu passer qui vous plaît à partir de tous les gènes qu'il y a chez moi. Parce que vu la diversité de petits que je fais naître à chaque fois, je pense que en achetant en fait une fois des œufs fécondés, vous avez quasiment tous les gènes de base en fait, soit sous forme hétérozygote, homozygote, ou alors sous forme porteur, donc sous forme cachée. Mais il y en a pas mal qui doivent être porteurs de trucs, hein, de gènes qui sont visibles que en homozygote, mais que du coup ils peuvent transmettre et que donc vous pouvez récupérer dans une prochaine génération. Bref, voilà, tout ça pour dire que moi ça me passionne en fait de se dire que... attendez, mais là... Mais tu vas arrêter? Ça se mange pas, ça. C'est ça qu'on mange. Non, mais regardez-moi cette affamée, là. Il mange le copain. Ah, du coup, il m'a perturbée. Oui, je disais, du coup, je trouve que le fait de connaître bien la génétique, c'est un atout quand on adore les couleurs, en fait, quand il y a une couleur qu'on désire particulièrement avoir chez soi, en fait, on n'est pas bloqué par le fait qu'on n'arrive pas à trouver d'éleveur, par exemple, qui fait spécifiquement ce coloris.
Parce qu'en fait, si on connaît les gènes, qu'on sait quels sont les gènes impliqués, on va pouvoir le recréer. Et c'est un peu pareil chez les poules aussi. Hein. Si y a des poules, il y a des coloris qui vous plaisent, mais vous n'arrivez pas à trouver un éleveur qui peut créer ce coloris-là, tout ça, bah, il faut voir si vous ne pouvez pas le créer en ayant la forme diluée, entre guillemets, en ayant la forme hétérozygote, donc la forme plus faible. Si vous les reproduisez ensemble, 2 hétérozygotes, ça peut donner du homozygote, donc la forme forte du gène, et c'est peut-être ce que vous cherchez, quoi. Voilà, par exemple, si je prends un exemple tout bête, chez les poules, le bleu, quand une poule est toute grise, on dit qu'elle est bleue généralement. Et ça peut être d'autres gènes, mais on va dire que c'est le gène bleu qui est le plus répandu. Si vous adorez le coloris splash, donc c'est du coloris blanc avec des petites taches grises, du coup chez les poules, eh bien il vous suffit d'avoir 2 reproducteurs bleus. Donc en fait, vous prenez 2 bleus, vous les faites reproduire ensemble et vous aurez 25% de chance d'avoir du splash. Donc là, c'est pour ça, par exemple, vous voulez du splash chez vous, mais vous avez que des bleus, vous vous dites, mince, il faut que je trouve un éleveur qui fait du splash, comme ça, je récupère le splash. Bah non, vous faites reproduire vos 2 bleus ensemble et vous aurez le splash. Et donc là, c'est pareil chez les kaito, du coup, si vous avez des Isabelle, que vous avez un individu également qui a du fée, mais sur un autre coloris, par exemple sauvage fée, ça ressemble pas du tout au perle fée, mais il y a le fée dedans. Eh ben vous prenez celui qui est fée, vous prenez celui qui est Isabelle, et vous aurez un pourcentage de chance d'avoir du perle fée, déjà tout fait quoi. Voilà, du coup, moi, ça me passionne. Ça me passionne. Oh, il est là, le orange, là. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Voilà, ça me passionne. J'espère que je vous barbe pas avec ça, mais moi, j'adore. J'adore essayer de prévoir quelles sont les combinaisons que je peux réussir à sortir en ayant une diversité très grande de reproducteurs. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Là, on a un tout petit bébé. Et par rapport au orange, là, il est tout petit. Et c'est parce que j'ai toujours les femelles issues des œufs du supermarché, donc des œufs de grands frais qui sont toutes petites. Je les ai gardées. Et elles, en général, elles font des petits bébés, hein, des bébés petits comme elles. Même si leurs œufs font la taille des œufs des grandes. Hein. Donc leurs œufs sont gros, mais vu qu'elles ont une petite génétique, elles sont petites en fait de base, elles font des petits bébés. Les bébés sont petits malgré le fait qu'ils aient des gros œufs. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, parce que je sélectionne aussi de prendre les plus gros œufs quand je mets à incuber. Et malgré tout, j'ai quand même des tout petits kaito. Donc, c'est qui proviennent d'œufs quand même qui sont gros. Et voilà, c'est une petite particularité que j'ai. Mais il faut qu'ils arrêtent. Hein, ils se ramassent le pied, puis ils tirent dessus. Là, ils tirent à la corde sur le pied. Vous avez à manger là, en fait. Hein. C'est bon le miam miam là. Non, mais la poudre 25% là, de protéines. Regardez-moi ça là. J'adore. Ils sont calmés, ça fait plaisir. Le seul qui crie, c'est l'un de ceux qui vient de naître récemment dans l'incubateur. Il en reste que quelques-uns qui étaient un petit peu mouillés quand j'ai sorti tout le monde. Donc du coup, je les laisse sécher, je les sortirai demain. Et donc c'est les seuls qui crient. Là, ils se sont calmés. Enfin, ils ont crié après avoir crié pendant des heures. Là, ça va mieux. Oui, il est trop mignon celui-là. Il ressemble vraiment à un petit Pékin. Un bébé Pékin, c'est trop mignon. Voilà, voilà. Bon, mais je vous montrerai des petites nouvelles plus tard. Et puis j'espère que cette nuit, j'aurai pas beaucoup de pertes. Parce que je sais qu'il va y avoir des pertes hein, cette nuit. Le matin, là, les premiers jours, quand je soulève la plaque, il y en a qui sont aplatis dessous, qui sont décédés pendant la nuit. Je ne sais pas pourquoi, ils sont au chaud, ils ne se sont pas fait étouffer par les autres parce qu'il y a suffisamment d'espace pour qu'ils puissent, en fait, sur le devant, là, ils puissent se chevaucher hein, si jamais ils se marchent dessus et tout. Et pourtant ils meurent, donc je pense que c'est des individus qui sont faibles de base et voilà, il suffit d'un rien pour qu'ils meurent au début. Donc demain et après-demain j'aurai sûrement des pertes et après à partir du 4e jour je dirais j'en ai plus et il n'y a que les plus robustes qui sont là quoi. Hein. Voilà, mais sur une centaine de kaito je dirais j'ai une dizaine de pertes peut-être, entre 5 et 10, donc entre 5 et 10% du coup de pertes les 2-3 premiers jours. Voilà, et de ce que j'ai vu, là, il n'y en a aucun qui est né avec une tare, parce que ça c'est quelque chose que je vais extrêmement surveiller, parce que ça peut être un signe de consanguinité du coup. J'essaie de faire attention au niveau de la consanguinité dans mes parcs, hein, d'éviter ça. Mais des fois, pour récupérer un coloris, je vais faire de la consanguinité, on va dire, très ponctuelle. Et donc, pour vérifier que c'est possible de le faire, je regarde chez les petits s'ils naissent pas avec des tares. Voilà, mais là pour l'instant, vu que je suis au tout début de mes croisements, j'ai très peu de consanguinité, je pense. J'en ai pas, soit très peu, un micro pourcentage, soit pas du tout. Donc normalement, je devrais pas avoir de tare. En tout cas, de tous ceux que j'ai vus, là, je les ai manipulés pour les mettre et tout. Il y en a une centaine en total. Il n'y en a aucun qui a une tare.
donc qui n'arrive pas à marcher, qui est bizarre, qui est mal formé, qui a pas de plume à un endroit, enfin de duvet à un endroit ou quoi. Là, tout va bien. Tout le monde va bien. Un des petits, là, tout le monde court. Nous voilà le lendemain et je n'ai eu aucune perte pendant la nuit. Je viens de soulever toutes les plaques pour vérifier. Ils étaient tous bien blottis sous la plaque et aucun n'est décédé. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que d'habitude sur 100 kaito j'en ai au moins 1 ou 2 ou 3 qui meurent pendant la nuit parce qu'ils étaient trop faibles ou quoi. Là il n'y en a aucun qui est décédé quoi. Donc je croise les doigts pour que ça continue parce que la première nuit c'est la nuit vraiment la plus critique parce qu'ils sont tellement fragiles. Et là ils sont tous bien dormis là. Donc c'est nickel, à un moment donné, il y en a un, il avait les pieds tendus derrière lui, du coup je me suis dit, oh non, ça y est, il y en a un qui est décédé. En fait, non, il était affalé comme ça, en train de pioncer, parce que j'ai soulevé la plaque, il était en train de dormir dessous, hein, donc... et je l'ai touché, puis hop, il s'est secoué, il s'est levé, il est parti en courant. Donc il m'a fait une petite frayeur, mais aucun décès, donc je suis trop contente. Ah, les petits, là, ça veut dire qu'ils sont bien robustes, hein. Putain, attendez, mais lui, il a un point sur la tête. Ça y est, on a un nouveau un point sur la tête. Oh là là, regardez. Alors, ici, du coup, c'est le petit enfant de la caille à point sur la tête, la toute première que j'ai eue qui est décédée. Elle a eu 2 enfants qui ont eu un point sur la tête également, donc une femelle et un mâle, je les ai encore. Le mâle est reproducteur dans le parc jaune. Le mâle blanc avec point sur la tête. Et là, j'ai sorti un petit avec un point sur la tête. Si ça, c'est pas beau. Donc, c'est le petit enfant de la toute première. C'est trop chouette.